Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre intérêt pour le sujet de ce webinaire. Attente à l'égard de la fonction RH, perception croisée de salariés et de dirigeants du privé. Avec Sabine de Villoutré et Pierre-Étienne Bost, nous sommes très heureux de vous accueillir et je vais laisser d'ailleurs Sabine de Villoutré se présenter, puis Pierre-Étienne Bost à son tour, avant qu'avec Sabine de Villoutré, nous puissions vous expliquer pourquoi nous avons choisi d'initier ce baromètre de la fonction RH en partenariat avec OpinionWay. Bonjour, je suis donc Sabine de Villoutré, directrice de SUBDRH, école de référence en ressources humaines avec 5 titres enregistrés au RNCP. Merci Sabine. Pierre-Étienne? Et donc Pierre-Étienne Bost, je suis à la fois coach professionnel et directeur conseil pour OpinionWay, en charge tout particulièrement du pôle études management et RH de l'Institut OpinionWay. OpinionWay qui a fêté ses 20 ans, qui est donc à la fois un jeune institut et en même temps un grand institut d'études et de sondage généraliste, aussi bien quantitatif et qualitatif et multisujets, mais avec cette particularité de ne pas faire que des études d'opinion, dont vous avez vu beaucoup d'éléments avec les élections ces derniers mois, mais d'avoir aussi un pôle dédié donc, à ces enjeux de management et de RH. Merci beaucoup Pierre-Étienne. Voilà, tout est dit. On est très ravis de te retrouver et d'avoir pu confier cette étude, ce baromètre avec Sabine à OpinionWay, dont on est très content naturellement de la qualité du travail qui a été fait et que l'on va pouvoir partager. Alors Sabine, pourquoi on a choisi ensemble, SUBDRH et Équilibre Conseil, de s'associer pour mettre en œuvre ce baromètre RH? Eh bien, nous concernant, en tant qu'école formant les futurs RH, il nous semblait important de faire un point sur l'avancée déjà de ces 25 années de développement de la fonction et de voir par des regards croisés quelles étaient les attentes tant de la direction que des salariés concernant eh bien, la fonction RH, ses points forts, ses points faibles et surtout comment, en tant qu'école, nous pouvons mieux former encore nos futurs diplômés à répondre à ces attentes qui sont souvent contradictoires et on va le voir au travers de cette enquête et mettre en exergue les points sur lesquels nous allons développer nos outils pédagogiques. Merci beaucoup. Alors, on a beaucoup de plaisir au sein d'Équilibre Conseil d'avoir pu nous associer avec Sabine de Villoutré et toute son équipe et avec SUBDRH. C'est une école qui est très dynamique et on a le plaisir d'être associé à certaines actions au sein de l'école ainsi qu'à un grand nombre d'intervenants qui constituent un réseau très riche. Il y a eu dans l'actualité différents sujets, dont une série que je vous inviterai à regarder sur les réseaux, ou en tout cas à vous rapprocher de ce qui a pu être fait. FEPAT RH par exemple, et d'autres initiatives. Et en ce qui concerne Équilibre Conseil, dont je suis directeur associé et cofondateur avec Célia Custer, ce qui nous a intéressé dans ce projet avec SUBDRH, c'est de pouvoir proposer une matière complémentaire, une matière nouvelle pour alimenter à la fois les réflexions de l'école. Pour Sabine s'est exprimée sur ce sujet. Pour nous, pour alimenter nos réflexions et nos actions conseils auprès de la sphère RH et de la sphère dirigeante, en lien avec à la fois la gestion des attentes individuelles des collaborateurs aujourd'hui et pour demain et la participation à la co-construction des feuilles de route RH pour accompagner les enjeux stratégiques des organisations. Donc, on est ravis aujourd'hui de pouvoir partager l'ensemble de ces résultats avec vous et c'est avec plaisir qu'on laisse la parole à Pierre-Étienne pour nous nourrir de toutes ces données fraîchement récoltées et analysées. Très bien, merci à tous les deux. Donc, quelques mots pour commencer de description et de rappel un peu de cadrage en fait sur cette étude. Il s'agit donc d'un observatoire en miroir, comme on vient de le dire, c'est-à-dire avec deux populations cibles interrogées en parallèle. D'une part, une cible de dirigeants d'entreprise, un peu plus de 400 dirigeants d'entreprises de 50 salariés et plus du secteur privé. Et en miroir, l'interrogation d'un échantillon représentatif de salariés, de 1000 salariés du secteur privé, toujours avec la même distinction de taille, d'entreprises de 50 et plus, avec ce souci de taille pour
s'assurer en fait d'une certaine structure d'entreprise, hein, ne pas être écrasé par la part des toutes petites entreprises, d'avoir des entreprises où il y a effectivement une réelle fonction RH, puisque c'est bien le cœur du sujet, c'est ce regard croisé sur la fonction RH. Alors, quelques mots, hein, l'échantillon de dirigeants a été constitué selon une méthode de quota, notamment sur les critères de région, de secteur, de taille d'entreprise. Là où sur la dimension un peu plus individuelle des salariés, on a aussi des critères de sexe, d'âge, de région, de secteur et d'activité professionnelle. Une distinction quand même méthodologique, hein, pour des raisons en fait, de capacité à atteindre, hein, ce genre de cible plus rare. Les dirigeants ont été interrogés par téléphone avec un questionnaire d'une dizaine de minutes, alors que les salariés, eux, ont été interrogés en ligne sur un système auto-administré avec un questionnaire, comme vous le découvrirez, qui était très largement commun, avec quelques variations tenant compte du statut des répondants. Et donc, comme l'évoquait Jean-Christophe, hein, effectivement, on est sur quelque chose de tout frais, hein, puisque le terrain a été réalisé sur la deuxième quinzaine du mois d'avril. Pour commencer, en fait, hein, sans plus attendre, je vous propose d'aller directement sur un certain nombre d'indicateurs, finalement d'indicateurs clés qui sont à proprement parler barométriques, hein, que nous avons relevés dans cette étude, aussi bien auprès des dirigeants et des salariés, et qui portent sur l'appréciation de la fonction RH par ces interlocuteurs, et qui portent sur l'appréciation suivant 3 dimensions. Une première dimension qui est la notion d'efficacité, efficacité de la fonction RH, en fait, pour tenir le rôle qui lui est assigné dans l'organisation. Une deuxième notion qui est plus personnelle, qui est la notion de soutien perçu, que l'on soit dirigeant ou salarié, pour accomplir ses tâches. Et puis une notion plus projective, qui est la confiance que l'on a dans la fonction RH, dans la capacité à relever les grands défis de l'évolution du monde du travail à venir, grands défis sur lesquels on reviendra dans quelques instants. Alors, si on commence par cet indicateur d'efficacité, et tout d'abord sur les dirigeants, donc vous le voyez, ce sera la même chose pour les différents indicateurs. On demandait à nos répondants de donner une note sur 100, un score sur 100, ici d'efficacité, donc 0 signifiant une totale inefficacité, 100 une totale efficacité, avec la possibilité de nuancer son jugement. Et nous avons des dirigeants qui sont très positifs sur l'efficacité de la fonction RH, puisque le score moyen, le score global de l'ensemble des dirigeants de l'enquête est un score de 73 sur 100 pour l'efficacité de la fonction RH. Et on peut même noter que près de 9 sur 10 attribuent un score supérieur à 50 sur 100. Donc vraiment une appréciation très positive de l'efficacité par les dirigeants. Chez les salariés, on est sur un score très positif également, mais tout de même en retrait, avec un score de 60 sur 100 en termes d'efficacité pour tenir le rôle qui est assigné à la RH dans l'entreprise, et à peu près les 2/3 des répondants qui attribuent un score supérieur à 50 sur 100. Si on en vient maintenant à l'indicateur de soutien, quel est le soutien que la fonction RH m'apporte personnellement, alors en tant que dirigeant pour conduire les enjeux de l'entreprise, eh bien là encore, une appréciation extrêmement positive des dirigeants, avec un score moyen de 74 sur 100. Et là encore, ce n'est pas un bug, ce n'est pas un copier-coller excessif, mais 88% qui attribuent un score supérieur à 50 sur 100. Mais là, la situation est assez différente auprès des salariés qui sont plus mitigés sur le soutien que la fonction RH leur apporte personnellement pour leurs enjeux et leurs besoins au travail, puisque le score moyen attribué est de 51 sur 100. Et ce score moyen est un peu aussi le score médian, puisque vous le voyez, 50% des salariés attribuent un score supérieur à 50%, donc la moitié attribue aussi un score inférieur à 50 sur 100. Donc une appréciation quand même qui se décale un petit peu sur ce point-là, sur ce plan du soutien entre les salariés et les dirigeants. Et si on va pour finir
notre tour des indicateurs clés sur l'indicateur de confiance, même si on y reviendra un peu plus tard en parlant des défis auxquels ils sont associés. Chez les dirigeants, le niveau de confiance dans la fonction RH pour accompagner à relever les défis est là encore excellent. On retrouve de nouveau un score de 74 sur 100 et là aussi 88% qui attribuent un score supérieur à 50 sur 100. Et le décalage avec la perception des salariés se retrouve là aussi sur cette confiance. Là aussi, un score des salariés sur la confiance dans la fonction RH est autour de 50, 54 sur 100, avec aussi cette même répartition, hein, avec pas loin de la moitié, autour de cette marque un peu médiane des 50 sur 100 comme score. Donc ça, c'est vraiment un peu le point d'entrée de nos gros indicateurs barométriques. Si on reste un instant sur la cible des dirigeants pour creuser un petit peu l'appréciation qu'ils ont de la fonction RH, on s'aperçoit qu'il y a vraiment cette confirmation sur le thème du niveau d'avancement perçu de l'organisation sur les problématiques RH. Pas moins de 8 dirigeants sur 10 estiment que leur organisation est avancée, dont 21% très avancés sur les problématiques RH au sein de l'entreprise. Ce qui est intéressant, c'est que l'épisode de la crise sanitaire lui-même, ces dernières années, a été l'occasion pour les 3/4 des dirigeants interviewés, a été l'occasion d'un renforcement de la relation avec le directeur des ressources humaines de l'organisation. Donc, on voit vraiment chez les dirigeants un vrai capital relationnel avec la RH et avec le DRH aujourd'hui. Et de fait, la fonction RH est jugée comme une fonction absolument essentielle par tous, aussi bien les dirigeants que les salariés, mais on va le voir, pas forcément avec les mêmes observations. Alors ici, vous le verrez, puisqu'il sera possible de télécharger un peu plus tard l'ensemble de la présentation, mais aussi le rapport un peu plus complet. Donc, c'est un peu, vu le temps imparti, un peu les bonnes pages ou les bons chiffres que nous vous livrons ici. Nous avons donc un extrait des résultats finalement de ces observations sur un certain nombre d'affirmations. Et si on regarde les deux affirmations les plus émergentes sur la cible des dirigeants, c'est le fait que dans mon entreprise, la fonction RH est proche et à l'écoute des collaborateurs. Ça, c'est le cas pour 94% des dirigeants, quasiment une unanimité, près des 2/3, oui, tout à fait. Et quasiment au même score, la fonction RH est jugée essentielle à la gestion et au pilotage de l'entreprise. C'est à la fois proche et pas tout à fait pareil chez les salariés, puisque le premier score pour les salariés, c'est que la fonction RH est essentielle à la gestion et au pilotage de l'entreprise, même si c'est avec un score sensiblement en retrait par rapport aux dirigeants. Mais la deuxième observation émergente pour les salariés, c'est que dans mon entreprise, la fonction RH est une courroie de transmission de la direction, surtout focalisée sur des tâches administratives. Ce qu'on sait par ailleurs, enfin, les professionnels de la RH qui nous écoutent le savent, c'est effectivement sur une posture en termes d'activité très attachée à une dimension d'activité très administrative. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de mettre en miroir de ces top 2 pour les dirigeants et les salariés ce qu'en pense l'autre population. C'est-à-dire que si je vous affiche maintenant le score pour les salariés sur ces premiers items des dirigeants est proche et à l'écoute des collaborateurs, il n'y a que 64% des salariés qui trouvent que c'est effectivement un item qui représente particulièrement la fonction RH dans leur organisation. Donc, un tiers qui trouve que non, c'est plutôt pas le cas de la fonction RH chez eux, la proximité et l'écoute avec les collaborateurs. Et puis, on retrouve cette notion d'essentiel et de gestion au pilotage, je l'évoquais déjà, un petit peu en retrait quand même si elle est fortement positive. Et si on regarde sur le bas du slide, donc ce top 2 des salariés en y ajoutant le score auprès des dirigeants, là, on est effectivement sur des choses plus proches. Vous aviez déjà vu la dimension essentielle à la gestion et au pilotage de l'entreprise. Mais finalement, on a des dirigeants qui sont assez d'accord aussi sur le fait que la fonction RH est aussi une courroie de transmission de la direction et focalisée sur des tâches administratives.
Alors, ceci posé, si on s'intéresse maintenant sur le constat que nos répondants font des priorités auxquelles se consacre aujourd'hui la fonction RH, on observe un certain alignement sur ce qui est observé aujourd'hui. Cet alignement, il se retrouve dans le top 3, les 3 priorités, où aussi bien dirigeants que salariés observent que le recrutement et l'intégration sont la première priorité de la fonction RH dans leur entreprise, même si c'est en score absolu plus le cas pour les dirigeants. Forcément, pour les salariés, c'est des activités qui sont plutôt tournées vers l'extérieur et qui sont peut-être un petit peu moins visibles pour eux. Mais même alignement aussi sur la priorité numéro 2, qui est la gestion administrative, la veille réglementaire et la conformité. Donc, cette dimension très, très technique de la fonction RH, avec des scores assez proches entre dirigeants et salariés. Et accord aussi sur la 3e priorité, qui est plutôt la QVT, les conditions de travail, avec un score un petit peu inférieur chez les salariés, mais qui mettent derrière les enjeux liés à la flexibilité, le travail hybride, etc. Donc, ce qui explique finalement qu'on a quand même un certain alignement avec les dirigeants là-dessus. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi posé à nos interviewés la question de savoir finalement quelles devraient être ces priorités. Si nos répondants pouvaient finalement les fixer eux-mêmes dans l'entreprise, quelles seraient ces priorités? Et là, on trouve des choses beaucoup plus divergentes entre dirigeants et salariés. Donc, si on s'intéresse au premier score de priorité souhaité par les dirigeants, là, sans surprise, on est sur le même sujet, du recrutement et de l'intégration pour 47% d'entre eux. En petit, en bleu, vous avez le score des salariés sur le même item, qui est beaucoup plus en retrait, vous le voyez, 18% seulement. La deuxième priorité que les dirigeants souhaiteraient plus appliquer par la RH, c'est la QVT et les conditions de travail, donc qui remontent un petit peu, cité par 39%, même si c'est beaucoup plus important chez les salariés. Et notre médaille de bronze des dirigeants sur les priorités souhaitées, c'est le dialogue social qui remonte plus fortement, à 37%, ce qui est moins le cas chez les salariés, mais d'une manière pas négligeable non plus. Un quart des salariés trouvent que le dialogue social devrait être priorisé par les RH. Mais si on s'intéresse maintenant aux salariés, aux priorités que eux aimeraient assigner à leur fonction RH, eh bien là, c'est la qualité de vie et les conditions de travail qui vient en premier, de manière très nette, 45% des répondants, avec une surreprésentation de cette réponse dans le secteur industriel, dans les très grandes entreprises de plus de 1000 salariés, là où les managers sont un petit peu en retrait. Le deuxième élément mis en avant par la salariée, c'est la rémunération et la reconnaissance, qu'elle soit financière ou extra-financière, là aussi à plus de 40%. Et là encore, une surreprésentation des grandes entreprises, là où chez les managers, c'est aussi un sujet un petit peu moins prégnant, et de même dans les entreprises de taille plus modeste ou moyenne, les 50 à 249 salariés. Mais vous voyez qu'il y a un vrai décalage, c'est 2 fois plus que le score attribué par les dirigeants, rappelé ici en bleu plus foncé. Et puis la troisième priorité que voudraient voir plus développer les salariés idéalement, c'est le développement des compétences, le développement des carrières. C'est le numéro 3 avec 30%. À noter que c'est cité aussi à peu près dans les mêmes scores par les dirigeants, mais en arrivant à un niveau un peu moindre. Donc là, vous voyez, on commence un petit peu à voir des choses se distendre un petit peu sur les aspirations entre dirigeants et salariés. Et on va le voir, sans vouloir faire de spoil, comme on dit, que cette petite ligne de faille va s'agrandir un petit peu, va être un petit peu plus visible quand on va parler du sujet des compétences de la fonction RH. Puisqu'on a parlé des compétences de la fonction RH avec nos répondants, nos interviewés, avec d'abord en fait le sujet de finalement quelles seraient les compétences essentielles à maîtriser pour une fonction RH pour bien tenir son rôle de manière générale. Alors ici, sur le portrait robot, si l'on veut, il y a un certain alignement entre dirigeants et salariés. Chez les dirigeants, le premier élément cité, c'est l'écoute et l'empathie avec les salariés. Pour les 2/3 des dirigeants, c'est l'item le premier cité en premier par 30% d'entre eux.
La seconde qualité, la seconde compétence essentielle à maîtriser pour la fonction RH pour les dirigeants, c'est la discrétion et l'éthique. Et la troisième, c'est une notion de disponibilité et de réactivité. Vous voyez, on commence à voir qu'on est là sur des choses qui sont un petit peu distinctes de la notion de, finalement, gestion administrative, qui était la deuxième priorité constatée par tout le monde comme animant la RH aujourd'hui dans la réalité. Je l'évoquais, ce portrait des compétences nécessaires, il est assez proche chez les salariés. On ne sera pas étonné, l'écoute et l'empathie avec les salariés est ce qui ressort en premier. La disponibilité et la réactivité vient en deuxième, avec une petite surreprésentation auprès des répondants femmes. Et en troisième, c'est l'équité, cette notion d'équité dans l'accompagnement des salariés qui est citée, et qui est citée plus dans le secteur industriel et plus dans les grandes entreprises de 1000 salariés, et aussi plus quand on a plutôt plus d'ancienneté, plutôt plus de 10 ans d'ancienneté, où là, des questions peuvent commencer à se faire sur cette notion d'équité dans l'accompagnement. Donc, on voit que là aussi, on est sur des choses assez soft skills, finalement, qui sont attendues aussi bien par les dirigeants que par les salariés. Or, ces compétences, on va voir qu'elles sont très reconnues comme maîtrisées par les dirigeants, un peu moins par les salariés. Car on posait aussi cette question à nos répondants de savoir s'ils trouvaient que la fonction RH dans leur entreprise maîtrisait les différentes compétences évoquées précédemment. Donc là, vous allez voir, on a un score plus progressif qui va de parfaite maîtrise, oui, tout à fait, à non, pas du tout, avec le cumul des oui. Et donc, chez les dirigeants, il y a une sorte de plébiscite, finalement, de la fonction RH sur ses compétences essentielles, des scores à plus de 90% partout, 92% sur oui, ils sont tout à fait capables d'écoute et d'empathie, 97% ils maîtrisent la discrétion et l'éthique, 94% disponibilité, réactivité. Et c'est ici qu'on a quand même cette ligne de faille et ce chiasme qui commence à se distinguer, parce que les salariés ne sont pas du tout raccord avec cette vision-là. Ils vont présenter des scores d'appréciation de la maîtrise de ces compétences essentielles beaucoup plus en retrait. Alors, vous le voyez, l'écoute, l'empathie, qui est la première compétence attendue, elle est citée comme maîtrisée, entre guillemets, que par 60% des salariés, ce qui pourrait paraître un bon score dans l'absolu, mais 30 points en retrait par rapport aux dirigeants, et ce qui veut dire qu'on a quand même 40% de nos salariés qui considèrent que cette compétence essentielle de base d'écoute et d'empathie avec les salariés n'est pas maîtrisée dans leur entreprise. Et sur les deux autres thèmes essentiels pour eux, disponibilité, réactivité, équité dans l'accompagnement, on est sur les mêmes scores, là aussi un peu moins de 60% d'accord, et près de 40% des salariés qui trouvent que ces compétences essentielles ne sont pas maîtrisées. Donc là, on commence à voir se distinguer un peu ce que j'évoquais comme une ligne de faille entre finalement une réalité de ce qui pèse en termes de priorité aujourd'hui sur notre fonction RH, où il y a beaucoup courir derrière le recrutement et la fidélisation et réaliser des tâches administratives, et des attentes des dirigeants et des salariés qui sont plutôt convergentes sur des choses plus soft, mais avec une rupture, un décalage entre la perception de cette maîtrise qui est convenable pour les dirigeants, mais qui est en retrait chez les salariés. Donc, si on continue, on avait quand même posé un certain nombre de questions d'actualité qui parlaient un peu de la sortie de la crise sanitaire. Vous pouvez trouver plus de détails dans le rapport complet, mais là, il nous a paru intéressant de ressortir quelque chose qui était assez frappant. C'était la question de savoir si finalement la crise sanitaire et son impact sur la santé psychique et mentale des collaborateurs avait été quelque chose qui avait mené à la mise en place d'actions concrètes au sein de l'entreprise. Et là, c'est assez frappant qu'une minorité de salariés a considéré que cet impact avait été suivi d'actions concrètes. 39% seulement ont vu des actions concrètes pour la santé psychique et mentale des collaborateurs. Et dans ce cas-là, c'est essentiellement des mesures évidemment réactives, en tout premier lieu des cellules de soutien psychologique. Et ce qui est assez frappant, voire préoccupant, c'est que la même question posée aux dirigeants donnait un score encore inférieur. C'est-à-dire que seulement 25% des dirigeants interrogés ont considéré que l'impact de la crise sanitaire sur la santé psychique et mentale
avait conduit à la mise en place d'actions concrètes, et là aussi avec essentiellement des choses assez correctives, hein, des médiations de résolution de conflits. Et ici, on est frappé, hein, comme un point de vigilance, que les aspects un peu plus préventifs, comme les études et les diagnostics, hein, sont très, très en retrait dans cette appréhension du risque psychique et mental. Donc là, c'est un petit peu une parenthèse très liée à la crise sanitaire que nous refermons, mais qui me paraissait importante à relever. Euh, Si on revient pour s'acheminer vers la fin de ce partage de résultats sur une projection un peu plus vers l'avenir, sur les défis perçus pour le futur, on demandait à nos interviewés quels étaient selon eux les changements déterminants à opérer pour accompagner le futur du travail dans les 3 ans qui viennent. Euh, Là aussi, on a des défis perçus assez convergents entre salariés et dirigeants. Donc, il s'agissait d'une question ouverte. Donc, vous voyez finalement les regroupements de recodage des verbatims, hein, comme on dit techniquement. Donc, chez nos salariés, c'est 2 grands pôles de verbatim, un pôle lié à la qualité de vie au travail et au management, dans lequel on voit en couleur plus claire les grandes composantes de ces pôles, tout ce qui ressort du dialogue, de l'écoute, de la prise en compte de l'humain. Et je parlais de 2 grands pôles. Le deuxième, c'est évidemment les conditions et l'environnement de travail, dans lequel on parlait beaucoup d'avantages et de rémunération, du télétravail, aussi un peu des enjeux de temps de travail, des horaires, de leur flexibilité et un petit peu en retrait des conditions matérielles. Et puis un troisième pôle, mais tout de même en retrait, celui du recrutement et de gestion des carrières. On parle plutôt d'ailleurs de former, recruter, fidéliser, et un petit point aussi sur la retraite. Du côté des dirigeants, des choses assez en miroir. Alors même si ce qui vient en premier, c'est un premier pôle sur les conditions et l'environnement de travail, notamment les conditions matérielles, les avantages et rémunérations, et puis le sujet du temps de travail, de l'horaire et du rythme de travail. La QVT management est là aussi, mais effectivement un peu plus en retrait par rapport aux salariés, hein, avec cette même grande composante du dialogue, de l'écoute et de la prise en compte de l'humain. Et puis, quelque chose qui ressort plus chez les dirigeants, c'est effectivement la problématique du recrutement et de la gestion de carrière, avec aussi en retrait, mais notable, les enjeux de maintenir la capacité à répondre aux obligations légales. Et donc, en fait, on voit que si ces défis perçus, malgré ces quelques décalages, sont assez proches, pour reboucler un petit peu sur ce qu'on évoquait en première partie de l'analyse, ces défis perçus n'amènent pas les mêmes niveaux de confiance chez les dirigeants et chez les salariés. Hein, c'était un de nos scores barométriques qu'on évoquait tout à l'heure. Le niveau de confiance dans la fonction RH aujourd'hui pour accompagner ces défis, elle est très bonne chez les dirigeants, hein, un score de 74 sur 100, mais elle est plus mitigée chez les salariés, à 54 sur 100. Et c'est un petit peu ce qui nous amène vers notre conclusion, hein, cette petite ligne de faille, c'est que effectivement, hein, il faut quand même le ressouligner, on a une place essentielle de la fonction RH qui est reconnue très largement et par tout le monde dans le pilotage de l'entreprise, mais aussi on voit bien cette observation d'une posture RH qui est un peu en tension entre le poids de la gestion un peu technique, administrative, et puis des attentes partagées, hein, sur des capacités plus relationnelles. Mais là où il y a un enjeu, c'est que ce développement et cette affirmation de ces soft skills des RH pour eux-mêmes, si l'on peut dire, correspond à une attente vraiment forte des salariés, une attente qui n'est pas tout à fait satisfaite et qui n'est pas encore vraiment perçue et donc peut-être pas forcément boostée par les dirigeants. Voilà, à grandes enjambées, parcouru les résultats de ce premier baromètre de regard croisé sur la fonction RH en entreprise. Je rends la parole à Sabine et Jean-Christophe pour les commentaires qu'ils voudraient ajouter, en attendant bien sûr les questions de l'audience auxquelles on essaiera de répondre du mieux possible. Merci Pierre-Étienne, merci beaucoup pour cette présentation. On vous encourage à nourrir l'espace de discussion, voilà, sur la messagerie avec vos commentaires. Vous êtes nombreuses et nombreux à être connectés, on vous remercie. Vous étiez plus de 150 à vous être inscrits sur ce webinaire et vous êtes plus d'une centaine
là, être présent au moment où on est en train de se parler. Donc, merci beaucoup pour ça. Il y a des premiers commentaires qui sont en train d'arriver. Donc, sentez-vous vraiment, ça nous intéresse, vraiment à l'aise d'exprimer vos commentaires, de poser des questions. Et peut-être, voilà, pendant ce temps qui vous est laissé pour vous exprimer, je donne la parole à Sabine, qui peut-être aimerait pouvoir apporter quelques commentaires en lien avec cette étude. Oui, à chaud. Mais l'objet de cette enquête, lorsqu'on l'a fait ensemble avec Équilibre, c'était de donner la parole au DRH. Voilà, face à ce constat, de voir comment on pouvait eh bien, aider par ce miroir à mieux trouver cet équilibre. Moi, le premier ressenti que j'ai eu en découvrant les résultats, c'est que c'est une fonction qui est encore jeune, qui longtemps s'est battue pour être reconnue par la direction. Il fallait que les RH soient plus stratèges, soient plus business partners, soient vraiment impliqués auprès de tous les choix stratégiques de la direction. Eh bien, à ce niveau-là, je pense que c'est un pari gagné. En tous les cas, quand on voit, la confiance et la place que, les dirigeants voient vis-à-vis de la fonction RH. Après, il y a encore un peu de chemin à faire pour, gagner, la même reconnaissance de la part des salariés, et c'est là où, ce serait vraiment très intéressant d'avoir, au travers de ce premier échange qui pourra être poursuivi par un autre webinaire un peu plus tard, déjà votre ressenti pour voir comment encore faire évoluer la fonction RH pour qu'elle soit ce juste équilibre entre la direction et les salariés et que les 2 parties, se retrouvent bien, représentées dans la fonction des ressources humaines. Voilà, c'était juste un petit ressenti que je voulais, partager avec vous. Merci beaucoup, Sabine. Pendant que les commentaires sont en train d'arriver sur l'espace et les premières questions. Alors, dans les commentaires, il y a des remerciements. Donc, on vous remercie de nous les formuler. Et les premières questions, certaines sont techniques sur l'échantillonnage. D'autres sont beaucoup plus complexes pour peut-être y répondre aujourd'hui, mais on va quand même les partager. Alors, la première question, Pierre-Étienne, elle est certainement pour toi. Je pense que la réponse est assez simple. La question, c'est est-ce que les salariés qui ont été interrogés d'une part et les dirigeants d'autre part font partie des mêmes organisations ou des mêmes entreprises? Alors, la réponse rapide, c'est non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de cette condition-là. Après, il est possible que ça ait été le cas, mais on a eu bien un miroir entre, d'un côté, un échantillon de dirigeants représentatifs de l'univers des entreprises, on a recherché les dirigeants, et d'autre part, un échantillon de salariés, là aussi représentatif de la structure, vraiment de l'univers des salariés du privé en France. Donc, il est très possible qu'il y ait eu un croisement, que certains dirigeants d'une entreprise donnée aient été interrogés pendant qu'un salarié l'était. Mais non, ce n'est pas une étude orientée sur un échantillon d'entreprise. On allait regarder salariés et dirigeants. On est vraiment sur une vision globale, nationale, à la fois des salariés et des dirigeants. Merci beaucoup pour la réponse. Une autre question. Alors, on va pouvoir y répondre rapidement aussi. Avez-vous des données sur la façon dont les conseils d'administration perçoivent la fonction RH? Voilà, sauf peut-être information différente de ta part, Pierre-Étienne, et de la tienne, Sabine. Le panel des dirigeants sont vraiment les fonctions dirigeantes sans forcément intégrer directement les conseils d'administration en tant que tels. Donc, on est vraiment sur les fonctions dirigeantes exécutives des entreprises et des organisations qui ont été sondées. Absolument, ouais. Sur les dirigeants opérationnels et exécutifs, tout à fait. Mais c'est une étude. Il y a une autre question. Pardon. Avez-vous sondé les DRH eux-mêmes? Alors, c'est l'originalité de ce sondage, de cette étude. Avec Sabine de Villoutré, on a souhaité proposer avec OpinionWay un angle différent de celui qui existe aujourd'hui. On a donc regardé l'ensemble des baromètres qui étaient proposés, des études qui étaient proposées et qui interrogent parfois les salariés au regard de la fonction RH, mais assez rarement, souvent la fonction RH sur sa propre santé, sur les sujets qui représentent des enjeux majeurs. Et on a souhaité, Sabine, donner la parole aux dirigeants
et aux salariés de façon à ouvrir une fenêtre qui permettra au DRH de pouvoir rebondir et débattre par rapport à la perception en 360 degrés que les personnes sondées peuvent avoir. Et d'ailleurs, ça nous ouvre vers une invitation. Et cette invitation, c'est le 15 juin. Vous aurez la possibilité, et on vous communiquera toutes les informations, de participer à un débat lors duquel seront invités un certain nombre de DRH pour commenter les résultats en table ronde et débattre avec les participantes et les participants des résultats de ce baromètre SUB-DRH Équilibre Conseil OpinionWay. Et peut-être que certaines questions qui apparaissent, et merci pour ces questions, eh bien, relèveront de réponses qui pourront être mises en débat lors de cette table ronde du 15 juin, notamment, est-ce que l'impact de la crise sanitaire sur la fonction RH ne pourrait pas avoir un effet sur la perception de la fonction RH actuelle? Je ne sais pas si Pierre-Étienne, tu souhaitais apporter des éléments sur ce sujet, mais c'est très clairement un axe qui méritera d'être mis en débat lors de cette belle manifestation, cette table ronde du 15 juin. Et puis, il y a des questions aussi sur le positionnement des conseils d'administration dans l'impact qu'ils peuvent avoir sur les fonctions dirigeantes et dans l'autonomie qui peut être laissée à la fonction RH. Et vous avez des remarques aussi, à un moment donné, pour interroger entre le développement des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle et la place des soft skills, notamment à travers les résultats de cette étude, comment trouver le bon ajustement entre développement stratégique des nouvelles technologies et la proximité, cette notion de proximité avec l'ensemble du corps social tel qu'elle a pu être exprimée dans cette étude. Sabine, est-ce que tu souhaites ajouter des commentaires? Voilà. Encore une fois, c'est vraiment l'objet de donner un temps de parole au DRH pour se positionner par rapport à cette enquête. Les réponses, on ne les a pas. On attend que ce soit les DRH qui les donnent, et que ce soit l'occasion peut-être de prendre un peu de recul par rapport à la fonction. C'était notre souhait, hein, Jean-Christophe, de pouvoir donner un cadre. Ce cadre, il est mouvant. C'est pour ça qu'on a souhaité que ce soit un baromètre. Peut-être qu'il sera intéressant de voir au fil du temps comment justement la position de la fonction RH évolue, comment elle est perçue et nous, en tant que encore organisme de formation, comment nous pouvons mieux préparer et appuyer les futurs dirigeants des ressources humaines. Merci beaucoup, Sabine. Et des commentaires continuent d'arriver. On pourra les remettre en débat le 15 juin et notamment en complément de cette réflexion nécessaire et des actions pour accompagner les soft skills au sein de la fonction RH, des commentaires liés à l'organisation en tant que telle de la fonction et aux moyens dont peut disposer la fonction RH pour pouvoir être autant en proximité que peuvent l'appeler certaines des personnes qui ont été sondées, à savoir les effectifs de la fonction RH et les moyens qui peuvent être donnés par les fonctions dirigeantes à la fonction RH pour pouvoir être un acteur facilitateur de l'équilibre entre la défense des enjeux collectifs et stratégiques et puis le soutien individuel tel qu'il pourrait aimer être ressenti par une part des personnes qui ont été interrogées. Pierre-Étienne, un dernier mot à ton niveau? Peut-être un dernier écho. Effectivement, il y a des mentions sur la dimension technique et digitale, avec les nouveaux enjeux digitaux aussi pour la fonction RH. Il me semble qu'effectivement, ça ne fait justement qu'accentuer cette dimension de tension à résoudre, cette impérieuse nécessité du RH de résoudre cette tension entre la dimension technique du poste et qui le sera toujours, et avec toujours des nouvelles dimensions techniques, que ce soit effectivement l'IA, etc., et cette dimension effectivement beaucoup plus soft et relationnelle, avec cet enjeu de réussir à être dans le « et ». Et il y avait aussi une mention de la crise sanitaire. On a l'impression que quelque part, la crise sanitaire a donné une nouvelle lumière à la fonction RH. On le voyait dans un des résultats, notamment dans la relation avec le dirigeant.
qui est un capital, et un capital qui doit être mobilisé sans être usé pour avancer un petit peu, quelques pas de plus sur cette capacité à être dans cette juxtaposition, dans cette articulation des contraires, comme disait Jung. Un grand merci. Merci beaucoup pour votre attention, votre intérêt pour le sujet, pour vous être connectés. Avec Sabine de Villoutré et Pierre-Étienne Bosc, on était très heureux de pouvoir partager avec vous ces résultats. On vous donne rendez-vous le 15 juin. Le lien est à suivre sur la page LinkedIn de SubDRH ou sur la page LinkedIn du cabinet Équilibre Conseil. On vous fera suivre aussi par l'intermédiaire de SubDRH et Équilibre Conseil un lien pour toutes les personnes qui se sont déjà inscrites, avec la possibilité de demander à la fois le rapport global, à la fois le replay de ce webinaire et le lien d'inscription. Il y a des invités qui ont répondu présents et qui débattront, qui occupent des fonctions de direction des ressources humaines. Des belles surprises pour cette table ronde du 15 juin. On vous y attend nombreux et nombreux. Merci beaucoup. À bientôt autour de ces sujets passionnants pour poursuivre ensemble les réflexions et les actions et accompagner l'ensemble des fonctions de l'entreprise à réussir ensemble les enjeux du bien-être et de la performance. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.